Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour des quotas de HLM dans les communes françaises. Sujet sensible imposé par la loi SRU, la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Le texte demande aux villes de se doter de 25% de logements sociaux d'ici à 2025. Certains maires refusent de se plier à la règle et préfèrent payer des amendes. Vous me direz que ce n'est pas nouveau, sauf que cette fois, ils vont peut-être obtenir gain de cause. Emmanuel Macron semble avoir entendu leur mécontentement et pourrait accepter un assouplissement. L'exécutif va-t-il lâcher du lest? Sous quelle forme? Et quelles en seraient les conséquences? Autant de questions dont nous allons débattre ce soir avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir deux communicants, Marie-Virginie Klein à Arnaud Benedetti. Nous reviendrons notamment sur les affaires Hulot et Darmanin ou comment des ministres prennent les devants pour organiser leur contre-offensive. Se battre plutôt que subir une polémique, telle semble être la méthode privilégiée pour se défendre. Est-ce le bon axe de communication? Nous en débattrons là aussi sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons la physicienne mondialement reconnue Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Elle publie ce livre, L'irrésistible envie de savoir. Elle nous fait partager sa passion pour la recherche scientifique et casse l'image du scientifique un peu savant fou. À l'heure où les maths et les sciences en général n'ont plus vraiment le vent en poupe, elle pourra peut-être susciter quelques vocations. Mais d'abord, cette épineuse question des quotas de logements sociaux dans les communes. 25% d'ici à 2025, c'est trop et trop tôt, disent certains maires. Pourquoi? Quels sont les freins? Sont-ils techniques ou sociologiques? Avant d'en débattre avec nos invités, un point complet sur cette loi SRU avec Solène Nicolas. C'est un texte symbolique, fondamental pour la mixité sociale. La loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, adoptée sous le gouvernement Jospin le 13 décembre 2000, oblige les collectivités à contribuer au logement des ménages modestes. Son article 55 impose en effet aux communes importantes de disposer de 20% au moins de logements sociaux. Un taux porté à 25% par la loi du 18 janvier 2013, dite loi du flot. Elle s'applique aux communes d'au moins 1500 habitants en Île-de-France, de 3500 habitants pour les communes des autres régions. Mais ce principe fondamental de solidarité n'est pas respecté par tous et il y a de mauvais élèves, des villes qui préfèrent payer une taxe annuelle plutôt que d'atteindre leur quota. En janvier 2006, l'abbé Pierre, alors diminué en fauteuil roulant, se rend à l'Assemblée nationale pour tenser les députés qui tentaient alors de modifier la loi. L'honneur, c'est quand le fort s'applique à aider le moins fort, à aider le faible. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, cette loi SRU pourrait donc être assouplie au profit des élus qui répugnent à atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Selon la Fondation Abbé Pierre, 528 communes n'ont toujours pas atteint les perspectives de construction pour la période 2014-2016. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Philippe Dallier, sénateur LR de Seine-Saint-Denis. Vous êtes rapporteur des budgets logement et ville pour la Commission des Finances. Et Yann Brossat, adjoint PCF à la mairie de Paris, en charge du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence. Anne-Catherine Ledeuve, vous êtes directrice générale déléguée d'Espacité, une société de conseil en renouvellement urbain. Emmanuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Merci à tous les quatre d'être ici. Pour bien comprendre pourquoi nous ouvrons ce débat ce soir, je voudrais qu'on écoute tout de suite les déclarations de Jacques Mézard. C'était à l'issue de la conférence de consensus sur le logement la semaine dernière. Et le ministre de la Cohésion des Territoires semble ouvrir une brèche et ce n'est pas passé inaperçu. Écoutez. La loi SRU, elle a permis très clairement de développer la mixité sociale, la construction de logements sociaux. J'entends qu'il y a un certain nombre de difficultés qui peuvent justifier des évolutions. Ce sera l'objet du débat parlementaire. En tout cas, sur le principe de l'existence de cette loi, de l'essence même de cette loi, le gouvernement, en tout cas, n'entend pas la bouleverser. Et Yann Brossat, certains disent déjà que c'est le début d'un détricotage de la loi SRU. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous avez des craintes? Je ne le sais pas, j'entends surtout des déclarations un peu contradictoires de la part du gouvernement qui un jour ouvre la porte à un démantèlement de la loi SRU et le lendemain fait des déclarations plutôt rassurante. Mais je pense surtout qu'il faut se poser une question simple, qui est de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise loi. Et je pense que c'est une bonne loi. La meilleure preuve, c'est que c'est une loi qui a permis d'atteindre deux objectifs. D'une part, grâce à la loi SRU qui avait été adoptée en 2000, la production de logements sociaux a augmenté. Or, c'était quand même
l'objectif principal de cette loi. La production de logements sociaux annuels a doublé au cours des années 2000. Et deuxièmement, cela a permis de rattraper un certain retard dans des communes qui n'avaient pas beaucoup de logements sociaux. Je prendrai l'exemple de la ville de Paris qui est passée de 13 à 21% de logements sociaux, ce qui pourtant n'est pas facile dans une ville aussi dense et aussi construite que la nôtre. Donc c'est une loi qui a eu des effets positifs. Et on a tellement insisté dans le débat public sur les communes qui ne l'appliquaient pas, qu'on a oublié que beaucoup de communes l'ont appliquée. Et donc je pense que ce serait une très mauvaise chose de renoncer ou d'assouplir en tout cas la loi SRU. On a 2 millions de personnes qui attendent un logement social dans notre pays et on a besoin de continuer à faire cet effort de production de logements sociaux. Ça ne passe pas que par la loi SRU, mais ça passe notamment par cette loi-là. Philippe Dallier, vous y voyez un début de détricotage de cette loi SRU ou pas du tout ? Écoutez, je n'en sais strictement rien. Enfin, à la lueur des déclarations de M. Mézard, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose ? Ce que nous savons du texte du gouvernement en matière de logement et qui viendra devant le Parlement, il n'y aura pas d'article proposant de modifier l'article 55 de la loi SRU. C'est ce qu'a d'ailleurs dit Jacques Mézard en disant par contre le débat parlementaire aura lieu. Il y aura probablement et même à coup sûr des amendements d'origine parlementaire. Donc le ministre a dit qu'il reconnaissait qu'il y avait quand même un certain nombre de difficultés et qu'il laisserait le débat parlementaire aller au bout, à son terme. Qu'est-ce qu'il en sortira ? Je n'en ai strictement aucune idée. Manuel Domergue, tout de même, dans une interview au Monde datée d'aujourd'hui, vous parlez, je vous cite, de petites entailles à l'article 55 et d'un mauvais signal envoyé par le gouvernement. C'est bien qu'il y a peut-être des craintes à avoir, si tant est qu'on trouve que la loi SRU, évidemment, est la bonne. Des craintes sur la loi SRU, on en a tout le temps, puisqu'elle est attaquée en permanence depuis sa création. Même si depuis quelques années, il y avait un certain consensus qui se dessinait sur le principe de la loi SRU qui est bonne, malgré quelques ajustements que certains pourraient demander. Ce qui nous suscite quelques craintes, pas plus, on verra après le débat parlementaire, c'est par exemple la volonté du gouvernement de comptabiliser pendant 10 ans des logements sociaux vendus. Donc ils ne sont plus des logements sociaux. Voilà. Donc là, c'est une petite entaille à la loi SRU qui est encore minoritaire. Autre crainte qu'on a, c'est que il y a quelques semaines, le gouvernement a désavoué la Commission nationale SRU et a exempté 53 communes que la Commission nationale ne voulait pas exempter parce que ce sont des communes qui sont dans des zones tendues. Mais, d'après le gouvernement et d'après les préfets du gouvernement, étaient des zones mal desservies par les transports en commun. Donc on voit que dans les arbitrages, on parle là de quelques communes, on n'est pas sur les 1200, il y a une position parfois un peu timorée. On l'a vu aussi sur le carencement de certaines communes qui étaient manifestement en retard et de mauvaise volonté. Je pense à la ville de Nice, qui avait réalisé un tiers de son objectif sur la période 2014-2016 et qui n'a pas été carencé. Donc là, le message envoyé par le gouvernement, il est ambigu. Il y a peut-être de bonnes raisons pour qu'elle n'ait pas été carencée. Ça, on va peut-être y venir. Je voudrais entendre Anne-Catherine Ledeuf. Est-ce que vous y voyez des brèches, des ouvertures vers un assouplissement ? On voit effectivement revenir un certain nombre d'interrogations qui sont anciennes sur les conditions d'application de la loi SRU, dont je rappelle qu'effectivement, elle est, à mon sens, en tant que praticienne, globalement très partagée par les élus. C'est un référentiel qui est connu, partagé, accepté. Et peut-être même aussi d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de nos concitoyens, la plupart de nos concitoyens connaissent cette loi SRU, alors pas dans les détails de son application, mais c'est quelque chose qui a une vraie valeur démocratique aujourd'hui. Et je ne suis pas certaine que, eu égard aux souplesses et à la capacité d'appréciation qu'ont effectivement les services de l'État aujourd'hui, il soit nécessaire d'apporter ces coups de canif pour lui donner plus de capacité d'adaptation à la réalité des territoires. J'en suis pas certaine. Enfin, il y a quand même un élément à prendre en compte. D'abord, quand on parle de la loi SRU, il y a la version 2000 et il y a la version modifiée du FLO, qui effectivement a porté de 20 à 25% le taux à atteindre et a bloqué les compteurs en 2025, ce qui n'était pas le cas de la loi précédente. On a un excellent rapport du CGEDD, qui est un organisme d'État, qui a été rendu en 2016 et qui dit quelque chose de très simple. En 2019, 60% des communes soumises à l'article 55 seront carencées. Comment est-ce que le CGEDD peut dire cela ? C'est très simple, parce qu'il a regardé les chiffres et il dit que même les communes qui ont respecté leurs objectifs jusqu'à présent, face à l'augmentation très forte de ces objectifs, seront dans l'incapacité de les tenir. Donc on a un problème qui va envoyer dans le mur 60% des communes. Et ça n'est pas juste, parce qu'on ne peut pas être dans la caricature, comme trop souvent, en disant il y a ceux qui préfèrent payer et qui font rien, et il y a ceux qui tiennent les objectifs. C'est pas vrai. Il y a toutes, et c'est l'immense majorité des communes qui sont entre les deux, qui font
mais qui, à un moment donné, ne pourront pas atteindre des objectifs qui sont trop élevés. Et c'est cela que nous disons, et nous voulons que soient regardées les choses. Le gouvernement pousse les bailleurs sociaux à vendre des logements sociaux. Ça, c'est ce que la loi vient de dire. Et ça serait les communes qui seraient pénalisées parce que tout d'un coup, on ne comptabiliserait plus les logements. Où est la logique ? On ne va pas pointer du doigt ces maires-là en leur disant c'est de votre faute. Ils n'y sont strictement pour rien. C'est pour ça qu'on est contre la vente des logements sociaux. Oui, oui. On vient de diminuer les crédits dans la loi de finances des bailleurs sociaux qui vont avoir effectivement beaucoup de difficultés à construire. Comment ça va se traduire ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On va aller reprocher aux maires de ne pas trouver suffisamment. Alors Yann Brossat a très envie de vous répondre, je crois. Non, mais, moi, j'entends tout à fait ce que vous dites. Et je pense qu'effectivement, vous pointez une contradiction qui est une contradiction réelle. Oui. Le gouvernement ne peut pas dire d'un côté on va maintenir la loi SRU et pénaliser les maires qui ne font pas de logements sociaux pour atteindre les objectifs de cette loi, et dans le même temps piquer 1,7 milliard dans la caisse des bailleurs sociaux, comme le gouvernement a décidé de le faire par le biais de la baisse des APL, et d'autre part, serrer le kiki des collectivités locales, qui du même coup, quand elles feront du logement social, n'auront pas la capacité derrière de faire des places en crèche, de faire des écoles, vous voyez, etc. on peut tomber d'accord sur ce constat-là. Donc ma conviction à moi, oui, non, mais d'accord, mais donc ma conviction à moi, elle est double. La première, c'est qu'il faut continuer à appliquer la loi SRU et dans le même temps permettre aux bailleurs sociaux, permettre aux collectivités locales de faire du logement social et de faire les équipements publics qui vont avec. Mais c'est effectivement contradictoire avec le logiciel qui est celui du gouvernement en ce moment. Justement, je voudrais qu'on regarde précisément ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. On s'est penché sur ce qu'il avait dit lorsqu'il était candidat, au sujet évidemment des logements sociaux, des propositions passées un petit peu inaperçues. Je le cite, « Nous augmenterons considérablement la part de l'intermédiation locative. C'est justement la gestion ou location d'un logement du parc privé par une association pour y loger des ménages à faibles ressources. Nous demanderons aux bailleurs sociaux d'acheter à cette fin 40 000 logements privés pour passer de 25 000 à 65 000 places en intermédiation locative. » Est-ce que ce n'est pas la méthode Macron, une autre méthode Macron pour aller vers de la mixité sociale, ce que vous prenez, vous aussi, par exemple, Manuel Domergue? Augmenter l'intermédiation locative, nous, on est évidemment favorable à ça. Donc, c'est dans le parc privé, avoir une association qui fait l'intermédiation entre le propriétaire privé et des locataires en difficulté. Très bien, mais là, il parle de 40 000 places en plus sur 5 ans. Et donc, dans un logement, on peut avoir 2-3 places. Donc on n'est pas du tout, donc c'est une bonne mesure, enfin c'est un bon objectif, c'est pas du tout à l'échelle de la production de 130 000 ou 150 000 logements sociaux par an. Donc ça ne peut pas remplacer la production de logements sociaux, ça vient la compléter, notamment dans des villes où certains maires argumentent qu'ils n'ont pas la place pour construire des nouveaux logements sociaux. Ils peuvent toujours aller capter du parc privé. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et ils sont comptabilisés dans les objectifs de la loi SRU, à juste titre. On va regarder le tweet d'un téléspectateur qui a répondu à notre question Internet du jour. Le gouvernement doit-il renoncer à imposer 25% de logements sociaux dans les villes? Voilà ce que Ruston Kate répond. Non, bien au contraire, cette loi a permis de booster la construction de logements sociaux. C'est ce que vous disiez, Yann Brossat. L'État doit même durcir les amendes pour les communes réfractaires. La commission de la loi SRU, justement, veut quadrupler ces amendes contre les communes récalcitrantes. Est-ce que la sanction règle fondamentalement le problème? Écoutez, d'abord, ça se saurait. Il y aurait plus de, si effectivement la peur de la sanction réglait le problème, il n'y aurait plus de communes. D'où ma question. Mais encore une fois, sortons de la caricature blanc-noir, Neuilly-sur-Seine contre le reste de la France. Tout ça, oui, mais trop souvent, le débat se résume à ça. On a même eu des amendements en séance ici pour destituer les maires. La prochaine étape, ça sera de les pendre. Voilà. Moi, ce que je demande, c'est qu'on regarde les choses au cas par cas. Parce qu'effectivement, il faut construire du logement social dans ce pays. Il faut regarder aussi ce que veut dire la notion de mixité sociale en fonction des territoires. Et voilà pourquoi on plaide aussi pour un regard et un contrat pour une commune donnée en fonction de son environnement. La notion de mixité sociale en Seine-Saint-Denis, quand vous êtes en plein milieu de la Seine-Saint-Denis, c'est pas la même chose que quand vous êtes à Neuilly-sur-Seine. Et dire aux communes de Seine-Saint-Denis, il faut monter à 25%, c'est pas la même chose en matière de mixité sociale, de revenus médians par habitant, par exemple. Donc nous voudrions sortir de ces chiffres qui s'appliquent partout de la même manière et qu'on regarde les choses au cas par cas. Donc souplesse et adaptation, c'est ce que vous demandez. En tous les cas, souplesse, contrat, sanction, quand les maires, effectivement, ont la possibilité, la capacité et qu'ils ne font pas. Mais 25% pour tout le monde en 2025, on sait, et les services de l'État ont démontré que pour 60% des communes, ça ne sera même pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend 2019 pour constater que c'est un échec et on accusera les maires d'en être responsables. C'est pas normal de regarder les problèmes comme ça. Anne-Catherine Ledeuf. Oui, sur la question des échéances, est-ce qu'on l'observe a priori, est-ce qu'on analyse a priori, ou est-ce qu'on ouvre des souplesses dans la négociation finale? Je ne sais pas quelle est la meilleure tactique. J'aurais plutôt tendance à dire que la seconde n'est pas inintéressante. Encore une fois, dans cette capacité de négociation qu'ont les services de l'État vis-à-vis d'un certain nombre de collectivités
collectivités. Sur la question des sanctions, il faut dire qu'il y a bien sûr la sanction financière qui est importante. Il y a aussi d'autres sanctions qui ont été entendues. Voilà, la question du droit de préemption. Il y a la question aussi de la reprise par l'État du contingent du maire en matière d'attribution des logements sociaux. Et donc, dans ce panel des sanctions qui ont été renforcées par la loi égalité et citoyenneté, je pense que là, pour le coup, on est dans un ensemble de mesures qui, pour les communes les plus récalcitrantes, parce que c'est pour celles-là que ces sujets-là ont une vraie portée, on commence là à avoir un espèce de système de contraintes qui amène quand même un certain nombre de collectivités locales à bouger. Mais c'est des sanctions qui ont un intérêt, encore une fois, pour les plus récalcitrantes. Pour celles qui, objectivement, ont des contraintes, je crois que ce n'est pas tout à fait le sujet. Manuel Domergue. Non, on a aujourd'hui un panel de sanctions et d'incitations qui sont assez efficaces, qui montrent la preuve de l'efficacité de la loi SRU. Si les maires, comme vous, n'ont pas envie de se voir reprendre le contingent d'attribution de logements sociaux, et ils ont bien raison. Et donc, tout ça amène même des communes qui étaient assez récalcitrantes, voire très récalcitrantes, à commencer le travail de rattrapage. Et on a vu une production de HLM record en PACA l'an dernier, qui est quand même historiquement une région assez récalcitrante au logement social dans certaines communes bien identifiées. Et donc, c'est aussi l'effet de la loi SRU additionné à une politique d'incitation au logement social. Et si on n'a plus cette politique de financement, d'incitation au logement social, évidemment, si on n'a que la sanction, on arrivera au mur, et c'est ce que aujourd'hui, vous n'avez que la sanction. Yann Brossard. Mais je pense qu'au fond, et je crois que c'est un peu ce que vous dites, on a deux catégories de maires qui n'appliquent pas la loi SRU. Vous avez des maires qui ont des difficultés objectives, et cela, il faut évidemment être en capacité... C'est quoi les difficultés objectives? Des difficultés de financement, des difficultés de foncier aussi. Difficultés de foncier, qui est évidemment une difficulté réelle dans des communes qui sont très denses. Donc il y a des maires de bonne foi, oui, mais évidemment, n'y arrivent pas. Cela, il faut qu'on soit capable de les aider. Il faudrait une vraie aide aux maires bâtisseurs, ce qui manque considérablement dans ce pays. Supprimé. Et puis vous avez d'autre part des maires certes minoritaires, certes marginaux, mais qui décident de ne pas appliquer la loi SRU et qui, y compris, vont devant les électeurs en leur disant « Moi, élu, il n'y aura pas de logements sociaux dans ma commune ». Cela, moi, je l'assume tout à fait. Bien sûr qu'il faut les sanctionner et sans doute plus sévèrement qu'aujourd'hui. Mais ça n'est évidemment pas la majorité des maires qui justement, pas la loi. Au total, 1152 communes sont aujourd'hui hors la loi. La liste a été remise au ministre de la Cohésion des Territoires il y a quelques semaines. C'est un fait. Non. Parmi ces communes... on est dans la loi. Parce que dans ces communes-là, beaucoup ont rempli leurs objectifs triennaux. Elles remplissent ces objectifs fixés par la loi SRU. C'est une liste officielle remise au ministre. Non, je n'invente pas le chiffre. Non, le chiffre est bon, mais c'est la qualification que vous mettez derrière qui est inexacte. D'accord. Les carencés, appelez-les. Et encore, je conteste, hors la loi. Ce sont 200 communes sur 1200. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier, ça devient... Alors, on va prendre quelques exemples. Parmi ces communes, qui ne sont pas dans les clous, on va dire, si ça vous va, Nice, Toulon, Aix-en-Provence. Et voilà ce qu'on peut lire dans un papier de l'Opinion à propos de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Je cite, « Des habitants aisés assument de payer davantage d'impôts pour ne pas voir de logements sociaux éclore dans leur ville. Chaque année, cette commune paye plus de 4 millions d'euros à l'État. » Et c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait contre la pression populaire? Après tout, ce sont des gens qui ont voté pour un maire qui leur a promis, vous le disiez, qu'il ne construirait pas de logements sociaux. Comment on contraint les habitants d'une ville à avoir des logements sociaux sur leur... Mais la loi, Madame l'a rappelé, la loi aujourd'hui telle qu'elle a été votée, telle qu'elle s'applique, permet au préfet de se substituer au maire. Droit de préemption, possibilité de louer des appartements privés et de mettre le différentiel de loyer par rapport à un logement social à la charge du budget de la ville. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Donc le préfet peut préempter les terrains, décider de construire à la place du maire, signer les permis de construire, prendre le contingent communal et louer dans le privé pour en faire du parc social. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Et le maire peut dire, c'est pas moi, c'est l'État. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a un moment donné, il faut arrêter de laisser croire qu'il y a encore l'étape d'après. Ça n'a plus de sens. Mais au-delà de ça, au-delà des contraintes que l'État peut mettre en place, moi je suis frappé par une chose, c'est que nous à Paris, on a essayé de développer du logement social, notamment dans des arrondissements ou des quartiers qui étaient peu habitués. Mais je suis frappé par une chose, c'est que au départ, il y a évidemment beaucoup de résistance, parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur ce qu'est le logement social. Mais une fois qu'on a tenu bon, qu'on a fait les logements sociaux, que des gens habitent dans ces logements sociaux, que vos enfants fréquentent la même école que les enfants des familles qui vivent en logement social, il y a aussi beaucoup d'a priori qui tombent. Et donc, l'opinion très négative qu'un certain nombre de populations peu habituées à avoir du logement social près de chez elles ont au départ, cette opinion-là, elle évolue au contact du logement social. Et donc je suis convaincu qu'à Saint-Maur-des-Fossés, quand le préfet aura pris ses responsabilités et aura installé du logement social, les gens vont s'apercevoir
que le logement social, c'est pas si affreux que ce qu'ils imaginaient. Il est fort probable qu'à Saint-Maur-des-Fossés, la résistance soit plutôt sur la construction des résidents, plutôt que sur la question du logement. Les deux, mais la question de la résistance dans cette commune, dans un certain nombre de communes, sur le principe même de la densification et de la production de logements, elle est aussi importante. Je voudrais tout de même qu'on aille au fond des choses. Vous parlez d'a priori. Nommons les choses. Quels sont ces a priori sur ces habitants de HLM? Est-ce qu'on se dit l'équation c'est HLM égale immigration égale délinquance? C'est ça qui se passe, Emmanuel Domergue? Oui, les craintes sur les HLM, les fantasmes sur les HLM, c'est les cas sociaux, les très pauvres, les immigrés, les délinquants, etc. Évidemment, c'est très loin de la réalité. Mais c'est vrai que des personnes qui ne connaissent pas du tout ce type d'habitation peuvent avoir ce cliché véhiculé parfois par les médias, par les fantasmes populaires. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie, notamment sur la forme des nouveaux logements sociaux. Parce que vous l'avez dit, il y a une crainte des habitants des logements sociaux, il y a aussi une crainte de la forme, les tours, les bars, des grands ensembles. Aujourd'hui, évidemment, quand on produit des logements sociaux, on ne fait plus de bars, on ne fait plus de tours. Donc ça peut rassurer. Et l'image du logement social, en tout cas parmi les gens qui connaissent le logement social, s'améliore, notamment sur les formes urbaines, sur l'architecture. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et je trouve que la leçon de la loi SRU, c'est que c'est très difficile de contraindre, on l'a vu, même si on y arrive un peu, des maires très récalcitrants, et que la loi SRU est nécessaire, mais ce qui est nécessaire de manière structurelle, c'est de retirer aux maires le pouvoir de faire la ville, de construire des logements. Il faut que ce soit à l'intercommunalité d'avoir cette décision de programmation de logements sociaux, d'attribution de logements sociaux, parce que si c'est simplement les maires, on a 35 000 communes en France, c'est chacun pour soi dans son coin, pas tous, mais on voit que c'est quand même la tendance assez spontanée de beaucoup de maires. C'est terrible, hein, parce qu'il y a 200 maires carencés sur 36 000 communes, 200. Dans les 200, je suis persuadé qu'il y en a une petite poignée qui déclarent Urbi et Orbi ne rien vouloir faire parce qu'ils ne veulent pas de pauvres, etc. Les autres, certainement, il faut regarder pourquoi ils n'arrivent pas à tenir les objectifs. Et au nom de ça, au nom de cette poignée-là, on vient expliquer que le maire est illégitime, qu'il faut lui retirer le permis de construire, etc. Enfin, il y a quand même un problème de démocratie. Parce que le seul élu qui est soumis directement, effectivement, à la décision de ses concitoyens, ça reste le maire. L'interco, tout ça va s'éloigner. Il y a un problème aussi d'acceptation politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi et des comportements comme ceux qui sont décrits ici, mais c'est aussi ça la démocratie. C'est une équipe municipale avec un maire élu sur un projet et qui met en œuvre ce projet. Alors si effectivement, au nom de je ne sais quel grand principe, autant supprimer les maires et puis réinstaurer les préfets, le permis de construire aux préfets. Non, mais les c'est maires pas les ne préfets, construiront c'est pas les la ville. intercommunalités. Je suis persuadé que même à Paris, on n'irait pas jusque-là. Hein, on peut supprimer le maire de Paris, revenir au préfet de la Seine. Ici, on n'est pas du tout pour que le préfet décide de l'urbanisme dans les villes, au niveau intercommunal, avec des élus intercommunaux élus au suffrage universel direct. Il y a quelques cas en France, et au nom de ces cas-là, vous allez dans des... Non, ce n'est pas quelques cas. Il y a plus de la moitié des communes concernées, des 1152 communes, qui n'ont pas respecté leurs objectifs triennaux. Il y a 200 de carencés. Non, il y a plus de la moitié qui n'ont pas respecté leurs objectifs. Il y en a 200 de carencés. Et il y en a plus que 200 de carencés. Non. Il y en a 200. Quand vous dites carencés, pardonnez-moi, pour nos téléspectateurs. C'est puni par le préfet. Qui n'ont pas rempli leurs objectifs triennaux et pour lesquels, effectivement, la commission et le préfet ont considéré que ça aurait pu être le cas. Avec majoration des sanctions, etc. Voilà. Donc 200 sur 1200. Et dans 3 ans, on sera à 600 sur 1200. C'est ce que dit un rapport de l'État. Si vous pensez qu'il n'y a pas de problème, moi je dis qu'il y a un problème. Et voilà pourquoi il faut essayer de contractualiser au cas par cas et de sortir de cet objectif 2025. Il y a déjà des contractualisations, on appelle ça les contrats de mixité sociale. Après coup. Après non, c'est pendant l'application de la loi SRU. Non mais ça fait depuis 2000 que la loi est appliquée, c'est jusqu'en 2025, donc il y a des contrats de mixité sociale pour accompagner les maires. Après le premier constat de carence. Oui, la plupart ont déjà eu beaucoup de constats de carence. Et donc la volonté de ces contrats de mixité sociale, c'est d'accompagner les maires, pas simplement pour leur taper sur les doigts au bout de 3 ans, mais pour qu'ils fassent réellement et qu'ils appliquent réellement la loi. C'est pas compliqué, vous l'avez dit, la plupart des maires en France respectent ces objectifs. Mais ils ne pourront plus le faire parce que le butoir de 2025 et les 25% font que la courbe va être exponentielle. Mais c'est aussi parce que c'est beaucoup de maires qui n'ont pas respecté leurs objectifs. Non, ce sont aussi des maires que lorsque la loi a été votée... Ils avaient 25 ans pour aboutir. Mais vous n'avez jamais dirigé une commune. Moi, j'ai été maire pendant 22 ans. Quand j'ai été élu maire après 82 ans de Parti socialiste, il y avait 7% de logements sociaux. Il y en a 15% aujourd'hui. J'ai toujours respecté mes objectifs. J'ai pris 30% de population en 22 ans. Vous croyez que je vais pouvoir arriver de 15 à 25% d'ici 2025 en 7 ans? Prendre 30% de population en première couronne parisienne? C'est impossible, je vous le dis. On va quelle que soit la bonne Brossard volonté de celle qui m'a succédé. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Non, il y a une marge d'appréciation par les préfets sur la loi SRU. Exactement. Je pense qu'il faut être sérieux. L'idée, ça ne peut pas être de pénaliser
tous ceux qui n'auront pas atteint l'objectif. L'idée, c'est de pénaliser ceux qui n'ont pas atteint l'objectif et qui n'ont rien fait. Et qui n'ont rien fait pour rattraper leur retard, ou du moins qui n'ont pas mis en œuvre les mesures susceptibles de s'approcher de cet objectif. On verra ceux qui ont été de bonne volonté. Il faut quand même dire la vérité. Il y a un certain nombre de maires qui sont carencés et qui font des programmes 100% privés, dans lesquels il n'y a pas un seul logement social. Ceux-là, à un moment donné, il faut bien les placer face à leurs responsabilités et dire que ça suffit. C'est pas mon cas et je vais être carencé. Mais ne vous faites pas. Mais Monsieur Dallier, nous sommes en 2018 et que je sais qu'en 2019, on n'aura pas. Ne vous sentez pas visé en permanence et ne vous faites pas vous-même l'avocat de maires qui, contrairement à vous, typiquement le maire de Neuilly, ne font rien pour faire du logement social dans leur territoire. Ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être défendus. Je vois tous mes collègues, comme moi-même, qui avons fait les efforts nécessaires et qui, face à des objectifs inatteignables, ne les atteindront pas. Vous savez très bien que vous ne serez pas. Mais vous ne serez pas pénalisé parce qu'on tiendra compte du fait que vous avez mis en place des efforts pour atteindre l'objectif initial. Anne-Catherine Ledeur. Oui, pardon. Moi, surtout, ce que je crains, pour être franc, je ne pense pas que le gouvernement osera tirer un trait de plume sur la loi SRU. En revanche, ce qui me paraît très dangereux, c'est deux choses. D'abord, ce qu'a dit Manuel Domergue tout à l'heure, si le gouvernement va inciter à la vente de logements HLM, et le gouvernement dit dans le même temps, on va compter pendant les 10 années qui suivent, après la vente, ces logements dans le taux SRU. C'est complètement débile. Un logement social qui a été vendu, ça n'est plus un logement social, c'est un logement privé. Et donc, de ce point de vue, moi je pense que le gouvernement devrait quand même un peu clarifier les choses. Et deuxièmement, j'entends l'idée que pour être décompté dans ce taux SRU les logements intermédiaires, à Paris le logement intermédiaire c'est 18 € du mètre carré. Très franchement, je ne pense pas qu'on puisse considérer que c'est du logement social. Et je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais le considérer comme du logement social, de mon point de vue, c'est une absurdité totale. Donc je pense qu'il faut être vigilant sur ces deux points. Anne-Catherine Ledeur. Oui, non, effectivement, aujourd'hui, on a des marges de négociation. C'est aussi pour ça qu'on n'a que 200 communes carencées. C'est effectivement, finalement, assez peu. Donc, il faut faire confiance à cette négociation. Et les services de l'État, pour ça, ont besoin d'un cap qui est un peu strict, mais qui permet d'ouvrir plus ou moins le champ en fonction de l'appréciation locale. Je voulais revenir sur la question de l'intercommunalité. Aujourd'hui, il y a une vraie réalité du faux communautaire. Alors, je mets de côté la question de l'Île-de-France, qui est plus complexe, mais en tout état de cause, dans l'ensemble, la majeure partie des territoires urbains en France, aujourd'hui, le fait communautaire, il est installé. C'est là que se situe l'aménagement du territoire, les politiques de rééquilibrage territorial, d'équité sociale, c'est là que ça se joue. Et aujourd'hui, on a une forme effectivement de paradoxe entre l'intercommunalité, qui est un vrai lieu de réflexion stratégique, de mise en marche d'un projet de territoire, et de l'autre, le prisme communal qui reste prépondérant dans l'application de la loi SRU. Et tant que les intercommunalités n'auront pas de rôle opérationnel, effectivement, jusqu'à la délivrance des permis de construire, on sera dans ce paradoxe des maires sanctionnés, mis sur la place publique, et de l'autre, des intercommunalités qui ont besoin de ce cadre-là, d'injonction nationale sur l'échelle communale pour pouvoir, y compris, convaincre leurs collègues élus de dire il y a un référentiel national, il faut y aller, on n'a pas le choix, c'est l'État qui nous l'impose. Donc, effectivement, cette question de l'échelle intercommunale, c'est une question d'avenir. Il nous semble qu'effectivement, eu égard à la réalité des territoires, c'est pas exclu que l'échelon d'analyse qui est celle de l'intercommunalité ait du sens, mais tant qu'effectivement, d'un point de vue opérationnel, ce sont les élus qui ont la main sur les permis de construire et sur l'action foncière, ça n'a effectivement pas de sens. Il nous reste moins de 2 minutes. Aujourd'hui, l'article 55 de la loi SRU s'applique aux communes qui sont dans une intercommunalité. C'est le maire qui a le permis de construire et c'est effectivement, la loi s'applique à la commune. Donc si vous voulez effectivement réfléchir à une autre échelle, alors il va falloir modifier l'article 55 de la loi SRU, mais je fixe pas et je vous dis pas forcément favorable. Mais à Paris, je préférais la métropole, mais ça c'est un autre débat. En tous les cas, on l'organisera. Laissez-nous faire du logement social. En tous les cas, voilà, donc il faudra changer effectivement ce que dit la loi aujourd'hui, qui s'applique à la commune. Donc, voilà, vous voyez bien, pas sans condition. Je n'ai pas dit sans condition. Ce que je dis, c'est que ce cadre, il est bien trop rigide et il va conduire beaucoup de communes dans le mur. Comment on en sortira derrière? Aujourd'hui, nul ne le sait. Et voilà pourquoi je m'inquiète. Je voudrais votre mot de conclusion. Oui. Non, c'est que cette loi, elle peut paraître un peu uniforme, 20 ou 25% en 2025 pour 1200 communes sur 35 000 en France. Donc ça ne s'applique pas de manière aveugle. Et les préfets, tous les 3 ans, discutent avec les maires. Et M. Dallier, qui est attaché au logement social, n'a jamais été sanctionné. C'est bien la preuve. Mais je le saurai dans 3 ans. Vous ne savez pas. Non, mais vous ne savez pas. Je suis dans la commission nationale SRU. On voit que les préfets discutent ville à ville et ne font pas des sanctions aveugles. Donc vous nous dites que la souplesse existe. Elle existe. Il n'y a pas besoin d'assouplir davantage. Et puis soyons honnêtes, il n'y a pas énormément de bonnes lois qui ont été votées depuis 20 ans. Celle-là est une bonne loi. Elle a permis de faire progresser le logement social dans notre pays. Tout le monde convient du fait qu'il ne faut pas toujours concentrer le logement social au même endroit, sinon on crée des ghettos.
Et donc je pense vraiment que c'est une loi qui mérite d'être défendue. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Arnaud Benedetti à Marie-Virginie Klein. On va revenir sur les axes de communication de Nicolas Hulot et Gérald Darmanin dans les affaires qui les inquiètent. Après avoir lui-même organisé sa contre-offensive médiatique, le ministre de la Transition écologique, par exemple, porte plainte pour diffamation contre le magazine Hebdo. Bonne ou mauvaise stratégie de communication? On va en discuter avec nos experts dans un instant, juste après ce sujet de Quentin Calmet. La meilleure défense, c'est l'attaque. Cette maxime, Nicolas Hulot et son équipe ont dû y penser la semaine dernière. À ce moment-là, une rumeur se fait de plus en plus insistante dans les rédactions. Rumeur qui parvient aux oreilles du ministre de la Transition écologique. Pour déminer ce dossier et avant même toute publication, Nicolas Hulot s'invite chez Jean-Jacques Bourdin. Et comme je sais que ce journal va, puisqu'ils me l'ont dit, faire référence à ces deux affaires qui n'en sont pas, personne n'a déposé plainte contre moi. Il n'y a pas une jeune femme qui a une parole et moi une parole différente. Eh bien, il y a un moment, il y en a marre. Il y en a marre parce que moi, je veux passer à autre chose. Une stratégie qui paye, sortie 24 heures plus tard. C'est l'enquête du magazine Hebdo qui se retrouve au centre des critiques. Anticiper sur l'affaire et ainsi prendre les devants. Une tactique déjà employée 3 semaines plus tôt par un autre ministre, Gérald Darmanin. J'ai reçu au début de ma nomination de ministre, j'ai entendu qu'on avait reçu une lettre de dénonciation calomnieuse, une lettre infâme. Vous concernant? Me concernant, qui a été donnée au garde des Sceaux, voilà. Et qui, c'était un homme qui écrivait, qui m'accusait d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol. Une manière d'anticiper et de désamorcer des affaires avant même qu'elles ne soient sur le devant de l'actualité. Là où d'autres ont pu subir les révélations, cette méthode a pour leur permis aux ministres pointés du doigt de rester à leur poste. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Marie-Virginie Klein, bonsoir, conseillère en communication du cabinet Tilder, et Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne et auteur de La fin de la com. Une grande interview sur BFM. Plainte pour diffamation contre le magazine Hebdo. Est-ce que Nicolas Hulot est en train de donner le tempo ou de donner l'impression en tout cas qu'il est maître du jeu? Marie-Virginie Klein. Je pense qu'il utilise une stratégie un peu vieille comme le monde. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et je pense qu'il a raison parce qu'à l'ère des réseaux sociaux et à l'heure où l'information va beaucoup plus vite que ce à quoi on peut s'attendre, il n'y a pas d'autre solution pour lui que de prendre les devants et de prendre le contrôle sur sa communication. Moi, je pense que c'est exactement ce qu'il est en train de faire et je soutiens cette stratégie. Et alors, juste pour abonder dans votre sens, il y a un sondage IFOP réalisé ce week-end qui vient d'être publié, qui dit que Nicolas Hulot reste stable et reste en tête des personnalités politiques préférées des Français avec 64% d'opinion positive. Donc, a priori, la stratégie de communication semble fonctionner, Arnaud Benedetti. Alors, on va mesurer ça quand même sur la distance. C'est encore un peu tôt pour savoir si cette stratégie est efficace et opérationnelle. Mais en tout cas, en effet, c'est une stratégie de communication de crise extrêmement classique. Il anticipe la publication de l'article dans l'hebdo. Il, bien évidemment, nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Donc, il dit sa vérité. Il montre qu'il est indigné et il fait passer une touche d'émotion dans son discours en rappelant que cette rumeur a fait pleurer ses enfants. Donc il est dans une stratégie de communication de crise extrêmement classique et il est logique, il porte plainte contre le journal qui a dénoncé les faits et sorti l'information. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Hulot, c'est quelqu'un dont le poids politique tient d'abord à son image et à sa marque. Donc, il utilise les vieux codes de la communication de crise quand une marque est en difficulté. Quand une bonne marque, et quand une bonne marque a une bonne communication de crise, en règle générale, elle anticipe. Et c'est ce qu'il a fait exactement dans ce schéma. Et il essaye de sanctuariser son image à travers cette stratégie. Je précise pour nos téléspectateurs qu'il ne fait pas ça tout seul, évidemment. Il a été conseillé par un communicant appelé un peu à la rescousse, Stéphane Schmalz, agent ancien de l'agence Havas, Et d'après un conseiller, l'idée, c'est d'avoir un argumentaire en mode combat. Il est fini le temps où on subissait les polémiques, où on réagissait après. Maintenant, on
agit avant? On agit avant. Alors moi, c'est pas tout à fait classique, justement, je trouve, cette stratégie, parce qu'il y a 10 ans, quand il y avait une crise comme ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait de voir si le sujet montait dans l'opinion, on surveillait les JT, les principales chaînes info, etc. Aujourd'hui, on n'attend pas de voir ça, puisqu'on sait que de toute façon, ça va monter. La vie privée n'existe plus, et je pense qu'il faut prendre ça en considération. Et donc, c'est pas classique pour moi, c'est imposé par les nouveaux usages. Je prends un exemple, moi, similaire, à l'époque de la campagne présidentielle, quand il y avait des rumeurs qui circulaient sur Emmanuel Macron et Mathieu Gallet. La rumeur n'avait même pas encore vraiment pris une ampleur... oui, elle circulait parmi les journalistes, mais pas dans l'opinion publique. Et il a choisi, pendant un meeting, de prendre les devants en disant, si certains me prêtent une double vie avec Mathieu Gallet ou n'importe qui d'autre, je vous réponds, c'est mon hologramme. Et il a anticipé ça tout de suite, alors que c'était pas encore né, pour y mettre fin. Et d'ailleurs, avec l'humour, ça marche toujours aussi. Il va tenir le coup parce que démissionner, ce serait dire qu'il est coupable. C'est ce qu'a confié un ministre au journal du dimanche. Vous êtes d'accord avec ça ? La difficulté, si vous voulez, c'est que on est face à une opinion qui est aujourd'hui extrêmement sensible quant aux problèmes que pose le comportement supposé et dont il se défend Hulot. De violence sexuelle présumée. De violence sexuelle présumée. Donc, il peut avoir même raison techniquement, juridiquement. Mais le problème, c'est qu'on est dans une ère qui est celle de l'émotion. Et la difficulté pour, à un moment donné, se préserver, pour se protéger, c'est justement d'arriver à se sanctuariser par rapport à cette émotion. Donc on voit que pour l'instant, il y est parvenu, mais reste à savoir comment le feuilleton, s'il y a feuilleton, va continuer à se développer. Et quelle sera la capacité de résistance du lot face à une situation qui, à un moment donné, en viendrait à s'envenimer? Là, il est évident qu'il sera dans une situation qui sera peut-être plus compliquée. Mais pour l'instant, en tout cas, manifestement, il a réussi à tenir le coup. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la communication globale, générale, de tout le gouvernement qui fait bloc derrière Nicolas Hulot, et y compris Marlène Schiappa? C'est très, macronien, moi je trouve, comme comportement, puisque il y a parfois des divergences d'opinion, mais quand il y en a un qui est en difficulté, ils sont un peu comme une équipe de foot et ils se soutiennent mutuellement. Donc moi j'ai trouvé que c'était bien fait, en plus c'était très coordonné, et donc sur ce thème il y avait à mon sens une vraie stratégie, et je crois pas que ça ait été totalement improvisé. Je crois qu'il y avait eu Mais est-ce que c'est pas un peu trop, y compris Marlène Schiappa? Je le dis, sa tribune a fait débat. Elle avait elle passait un peu pour la militante sincère au sein de ce gouvernement qui faisait passer la politique après. Et là, soudain, on se demande si tout d'un coup la politique ne passe pas avant. Le risque, c'est de voir des contradictions émerger. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui fait de la cause des femmes une des priorités, en tout cas, de sa politique, notamment à travers Madame Schiappa, c'est en effet quelque part orthogonal par rapport au fait que, finalement, je veux dire, on décide de tenir coûte que coûte face à des accusations d'une gravité quand même qui est pour le moins non négligeable. Donc ça, c'est le premier point, c'est la première contradiction. La deuxième contradiction, elle est que on a fait démissionner des ministres, ou des ministres ont démissionné au printemps sur d'autres accusations, alors qu'ils n'étaient pas mis en examen. Absolument, avant mise en examen. Et c'est ce que d'ailleurs ont fait remarquer un certain nombre d'opposants. Donc il y a cette double contradiction qui, à un moment donné, peut en effet poser problème au gouvernement et aux acteurs qui sont en tout cas impliqués dans ces affaires, si tant est qu'on puisse parler d'affaires. C'est très lié aussi, je pense, à la personnalité de Nicolas Hulot, parce que depuis son entrée dans le gouvernement, tout le monde le soupçonne de va-t-il craquer? À un moment, il a eu une séquence un peu difficile avec la séquence sur le nucléaire, où il est un petit peu revenu sur les engagements du gouvernement, et là tout le monde disait va-t-il craquer, va-t-il démissionner, etc. Là, il y a un épisode qui est d'ordre personnel, donc qui est encore plus grave. Et là, on le soupçonne encore de craquer. Vous le disiez, c'est la personnalité préférée des Français. Je pense que le gouvernement a tout à fait intérêt à ce que Nicolas Hulot reste à sa place de ministre. Et je pense aussi que c'est
tout ça est lié à la personnalité de Nicolas Hulot et c'est pour ça que tout le gouvernement fait bloc devant lui. Et moi, sur la stratégie de communication, je trouve que c'est bien joué parce que c'est un peu l'anti-Fillon dans sa communication. C'est-à-dire qu'on se souvient des scandales Fillon à répétition. À chaque fois, on en apprenait un nouveau. Et puis à la fin, finalement, il a lui-même commencé à dire « bon, et mes enfants, etc. » Mais si, dès le départ, il avait anticipé le bruit... Couper l'herbe sous le pied. Il aurait été dans cette stratégie qui est... Oui, mais c'est pour ça que la stratégie de communication de crise qu'il adopte est une stratégie de communication de crise assez classique pour les marques. C'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Ce qui est nouveau, finalement, c'est que des politiques, aujourd'hui, utilisent ce type de méthode pour se préserver. Finalement, ce que n'a pas fait François Fillon, c'est qu'il ne s'est pas défendu comme une marque. Il a toujours été en retard par rapport à la rumeur. Et la difficulté, elle est là. C'est qu'en fait, la stratégie qu'il a adoptée était une stratégie finalement assez peu professionnelle, alors que Hulot, qui est un homme de communication, un homme de médias et un homme de marque, a su particulièrement bien, en tout cas jusqu'à maintenant, rôder sa communication par rapport aux accusations dont il est l'objet. Allez, on passe à l'autre sujet de la soirée. C'est l'image de la République en marche qui commence à se ternir, notamment depuis les échecs aux dernières législatives partielles. Le parti commence à se poser des questions sur son ancrage territorial, évidemment, sur son fonctionnement, sur son manque de figures emblématiques aussi. Tout tourne autour d'Emmanuel Macron, autour de son projet. Finalement, il y a assez peu de place pour les individualités. C'est ce que nous a confié Amélie de Montchalin, députée La République En Marche. Mais attention, elle assume et elle dit même, elle vante même les mérites de cet esprit collectif du parti. Elle s'est confiée à Quentin Calmet. On veut sortir de la personnalisation. C'est pas un député, une idée, un média, une prise de position, un amendement, et puis on essaye de porter comme ça à bout de bras une idée. La façon dont on essaie de travailler, c'est beaucoup plus collective. On voit aujourd'hui que les moyens qui nous sont alloués en tant que parlementaires sont finalement assez limités, et que la seule manière de peser face à l'administration, face au lobby, mais aussi de porter vraiment des positions collectives qui peuvent être votées, c'est de travailler de manière beaucoup plus collégiale. Et moi, dans mon rôle de whip, vous savez, qui est cette animatrice de la Commission des Finances, je travaille vraiment pour qu'on soit des petites équipes projets. On arrive à créer du collectif, là où les députés, jusqu'à maintenant, étaient surtout dans un exercice assez individuel, finalement, de leur fonction. Alors, pas de place pour les individus, les visages connus, les égos forts, tout autour du projet. Que faut-il penser de cette stratégie ? Alors, moi, là, pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit une stratégie. Vous l'avez dit, le parti En Marche, c'est encore un parti qui tourne autour d'un seul homme et qui a une incarnation extrêmement forte autour d'Emmanuel Macron. Alors, il y a deux choses. Oui, mais c'est déjà arrivé. Nicolas Sarkozy, à son époque, était aussi une figure très emblématique du parti de droite, ce qui n'empêchait pas les individus d'émerger, je veux dire. Mais là, il y a aussi une question de temps. On parle quand même d'un parti très jeune et qui n'a pas eu le temps de faire émerger des têtes nouvelles. Donc, il y a beaucoup de visages nouveaux qui prennent peut-être un peu d'espace, mais qui restent réduits, mais aucune figure ne s'impose et je pense que c'est lié à ce que vous dites. Le parti de Nicolas Sarkozy, c'était quand même un parti qui existait et qui avait une histoire, etc. et des barons qui avaient réussi à s'imposer. Là, non. Alors après, la solution, c'est peut-être d'essayer d'aller piocher dans les autres partis de centre-droit ou de centre-gauche. Mais pour le moment, il n'y a aucune tête qui n'émerge et c'est lié à mon avis, à la personnalisation extrême du parti autour de Emmanuel Macron. C'est intéressant que vous ayez employé le mot de baron, parce que c'est a priori un terme qui appartient à la vieille politique, celle dont veut se débarrasser d'Emmanuel Macron, sauf qu'on s'aperçoit, lors d'élections législatives partielles, par exemple, que des barons, on en a peut-être besoin. Alors d'abord, c'est un parti qui a raflé la mise tout de suite. C'est-à-dire que c'est un parti, un mouvement d'ailleurs, mais enfin c'est un parti qui est né au printemps 2016 et qui a raflé la mise en quelques mois. Donc c'est absolument exceptionnel. Ce n'est pas un parti qui a eu la lente maturation d'autres offres politiques qui ont commencé à s'imposer en général par des élections locales, puis des élections législatives et qui ont réussi à porter au fait du pouvoir un de leurs leaders. Donc si vous voulez, on est là face à une construction partisane qui est tout à fait nouvelle. Et ça, je crois que c'est un point absolument nouveau. Alors l'autre point, c'est qu'en effet, ce que vous dites, c'est que c'est un parti qui s'incarne complètement dans la personnalité de son créateur. Vous avez, comme dirait Roland Barthes, une confusion absolue entre le signifiant et le signifié dans cette affaire, entre la forme et le fond. Donc Emmanuel Macron, c'est l'homme qui incarne le parti. Mais la difficulté en politique, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir des relais
pour relayer la parole du chef, dans les relayer territoires, la parole du gouvernement. Et la difficulté, c'est que finalement, il a très peu de barons. Il s'est construit de manière tout à fait originale, avec quelques barons locaux qui l'ont rejoint, comme Gérard Collomb à Lyon, comme le maire de Montpellier dans le sud. Mais il a très très peu de relais. Et on voit qu'à un moment donné, la politique, ça a besoin aussi de s'incarner localement. Et les difficultés que risque de rencontrer la République En Marche, notamment parce que c'est un parti de gouvernement, c'est qu'à un moment donné, il va être confronté à des élections intermédiaires. Les élections intermédiaires, ce sont les élections régionales, ce sont les élections européennes, ce sont les élections législatives. Et s'il n'a pas de relais, s'il n'a pas de notables, finalement la France, c'est quand même une république de notables, c'est une république de terroir, c'est comme ça que s'est construite la République. Et les offres politiques classiques reposent toutes sur des notables, des formations politiques qui sont enracinées dans le terroir. Et aujourd'hui, on risque d'avoir finalement une formation politique qui a à sa tête quelqu'un qui l'incarne totalement et quelque chose qui relève un peu du hors-sol lorsqu'il s'agit de s'implanter politiquement dans les territoires. Allez, dernier sujet à évoquer avec vous ce soir, c'est cette triste polémique autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Ça ne vous a pas échappé, évidemment. On aurait tous préféré garder en mémoire les étreintes chaleureuses des membres de sa famille le jour de l'hommage populaire. Mais voilà, les questions d'argent sont venues noircir le tableau. Et voilà qu'éclate une guerre de communiqués. On va les regarder ensemble. Laura Smet qui fait part de sa stupéfaction et de sa douleur de voir que son père ne lui laisse rien, ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir, écrit-elle. Laetitia Hallyday, elle, se dit écœurée, déçue de voir que ses beaux-enfants ont choisi, je cite, la voie médiatique plutôt que le biais familial. Les enfants Hallyday ont choisi de prendre l'opinion à partie. Est-ce que c'est une stratégie de communication, Marie-Virginie Klein? Alors, moi, ce que je vois dans le communiqué de Laura Smet, j'y vois en fait la parole d'une femme blessée qui est dans une stratégie, je crois, de vengeance personnelle, puisque c'est pas en prenant l'opinion publique à partie qu'on résout les problèmes d'héritage. Donc d'un point de vue matériel, je pense qu'elle a rien à y gagner. En revanche, elle expose son mal-être, elle expose sa déception pour aussi un peu rebattre les cartes de l'unité familiale à laquelle on avait assisté au moment de l'enterrement de Johnny. Donc stratégie, en tout cas, c'est pas une stratégie judiciaire et donc ça peut être qu'une stratégie de communication. Oui, c'est une stratégie médiatique, mais peut-être parce que juridiquement le dossier laisse à désirer aussi. C'est une vraie question, en tout cas qu'il faut se poser. Mais ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est ce que ça révèle de la société dans laquelle nous vivons. Finalement, c'est quoi? C'est un vieux ressort de la dramaturgie balsacienne, une histoire d'héritage. Pour aller vite. Une histoire d'héritage, mais qui est aujourd'hui repeinte aux couleurs de la postmodernité. Il y a de la communication, il y a un people, il y a une famille recomposée. Donc il y a tous ces éléments qui viennent quelque part rescénariser finalement, encore une fois, l'une des vieilles figures de la vie familiale presque des Français. Et la question qu'il faut se poser, c'est aussi, en effet, on a eu ces images d'unité populaire au moment des obsèques, et aujourd'hui, ces images d'unité populaire, elles commencent d'une certaine manière à se fissurer. Et on voit bien que déjà, vous voyez, les fans de Johnny Hallyday vont commencer à prendre parti, les uns pour Laetitia, les autres pour les enfants, enfin en tout cas pour Laura. Donc il y a là quelque part quelque chose qui, en tout cas, va intéresser l'opinion, lui plaire. Et puis en plus, quelque part... Et lui déplaire. Mais ça flatte aussi un peu quand même quelque chose qui est moins sain. C'est le côté un peu voyeurisme qui existe aussi en chacun de nous, qui fait que on regarde ça, on s'y intéresse. Oui, heureusement que cette polémique intervient seulement plusieurs semaines après le moment d'émotion et d'union qu'il y a eu autour de l'enterrement de Johnny. Parce que Macron, il faut quand même se souvenir, il a voulu en faire un symbole, il y a eu la descente des Champs-Élysées, etc. C'était tout un événement et voilà, tout le monde y perd en termes d'image dans cette histoire. Là, moi, je pense que tout le monde y perd si, tout le monde y perd parce que Laura Smet, elle est peut-être contente personnellement parce qu'elle elle peut montrer que la famille n'est pas si unie que ça, mais en termes d'image, c'est pas très positif pour elle. Laetitia, alors elle y perd complètement puisque on voit ses communiqués interposés et elle passe pour celle qui aurait influencé Johnny dans le choix de son héritage, etc. Mais surtout, en fait, ça fait apparaître l'envers
l'envers du décor de l'unité familiale qui avait été affichée, et puis vont remonter peu à peu, et on commence déjà à le voir sur les réseaux sociaux, le fait que Johnny, il était peut-être pas si attaché à la France que ça. On reparle de ses propos pour essayer de ne pas payer ses impôts en France. Il a quand même été en Suisse un certain moment avant d'aller aux États-Unis. Tout ça ressort, et là, en termes d'image, je pense que c'est pas très positif. Et on est obligé de s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, qui publie l'irrésistible envie de savoir. Elle nous fait partager sa passion pour la recherche scientifique. Avant de parler de son livre, on va lui demander son avis sur le rapport qui veut réconcilier les élèves français avec les mathématiques. Une mission menée notamment par le député La République En Marche, Cédric Villani, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Il ne faut pas croire qu'on pourra avoir un bon enseignement de mathématiques sans enseignants motivés et bien informés et bien formés. Et c'est la première des choses. N'importe quel projet humain se construit avant tout sur la motivation des ressources humaines et pas sur la performance de tel ou tel outil. La performance vient en second pour améliorer les choses. Nous préconisons la refonte du système de formation des enseignants et en particulier professeurs des écoles, car c'est à l'école primaire qu'une grande partie se joue, c'est la clé de la suite, et nous préconisons aussi la mise en place de formations continues qui s'appliquent de façon systémique, délocalisée, avec beaucoup de rencontres entre enseignants mais aussi des intervenants extérieurs au système. C'est dans ces ouvertures et dans ces contacts que se situera la clé. Quand on compare notre système aux systèmes internationaux qui ont fait leurs preuves, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'en termes de nombre, de volume horaire de formation, il y a un rapport de 1 à 5 entre ce qu'on propose à nos enseignants et ce qu'on propose aux enseignants des autres pays qui se débrouillent le mieux. On va approfondir cette question dans l'entretien du jour. Avec nous ce soir, Catherine Bréchignac. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes physicienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, ancienne présidente du CNRS, et vous publiez ce livre, L'irrésistible envie de savoir. On va parler de ce livre dans un instant. Je voudrais d'abord votre avis sur les propositions de Cédric Villani pour réconcilier les Français avec les mathématiques. Il nous dit, pour un bon enseignement des maths, il faut des enseignants bien formés avec plus de maths pendant leur cursus. Vous allez me dire, évidemment, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Enfin, c'est ce qu'on en discute beaucoup à l'Académie des sciences, puisque Cédric est aussi un académicien. Il a eu la médaille Fields. Enfin, il est vraiment reconnu pour tout ce qu'il a fait sur le plan mathématique, mais aussi pour son ouverture d'esprit. Et en fait, il s'est vraiment rendu compte que ce qui pêchait dans notre système, c'est l'éducation, l'instruction presque, plutôt que d'utiliser le mot éducation, au niveau des mathématiques, et qu'il est très important d'avoir des enseignants qui ont appris un socle de mathématiques important pour faire passer le fait que les mathématiques, c'est quelque chose de merveilleux. Oui, alors ça, tous les élèves ne seront pas forcément de votre avis, mais... Si on leur apprend correctement, ils seront de cet avis, je vous assure. Tout de même, les études sont assez effrayantes. En mathématiques, la France est dernière de la classe en Europe, 36e à l'international. Alors, comment expliquer ce décrochage? C'est pas forcément lié à l'enseignement des profs. Non, tout d'abord, c'est quand on dit dernière, etc., oui. Est-ce que ça a un sens? On a des médailles Fields, on a des très brillants mathématiciens, et de l'autre côté, on nous dit on est les derniers. Non, on peut avoir une élite très forte, mais une base... Exactement. Nous avons une élite très forte, et puis nous avons une base qui est nettement en dessous de ce qu'il faudrait. Donc en fait, au lieu d'avoir une courbe, je dirais, homogène, on a une courbe complètement hétérogène, avec un pic d'élite, et puis de l'autre côté, une base trop faible. Et la base faible, il faut vraiment qu'elle soit soutenue et éduquée par des enseignants qui eux-mêmes ont un support et une base mathématique forte. Globalement, les sciences ont plutôt mauvaise réputation dans les écoles, sont des disciplines complexes qui demandent patience et travail. Dites-moi. C'est vrai, mais par exemple, quand vous regardez nos politiques aussi, combien de politiques scientifiques avons-nous? Je ne sais rien. Très peu. Voilà. Et justement, c'est tous des gens qui sortent de Sciences Po, de l'ENA. Vous voulez dire qu'on a trop de littéraires à la tête de l'État? L'équilibre n'est pas respecté entre les sciences et les littéraires. Il faudrait un quota de scientifiques. Non, je ne suis pas du tout pour les quotas, mais c'est important qu'on ait des scientifiques aussi qui ont des fonctions au niveau d'un gouvernement, et je crois que c'est très important d'avoir cet équilibre, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir non seulement
une langue forte. Le français, c'est une langue magnifique. Elle doit être enseignée au plus haut niveau. Et puis de l'autre côté, des mathématiques et de l'informatique, qui sont les langages des scientifiques et bien sûr des sciences. Et puis c'est pas incompatible d'être scientifique et littéraire. C'est pas du tout incompatible. Vous dites tout de même dans votre livre, il faut prendre le temps de penser. Oui. On a l'impression que le rythme de notre société est devenu incompatible avec la recherche scientifique. Oui, parce que la recherche scientifique, c'est une recherche avec un temps long. Alors qu'on est toujours dans le tweet, dans l'immédiat. Il faut que les résultats soient toujours spectaculaires, du spectaculaire sur du spectaculaire. C'est extrêmement difficile de tenir une image comme celle-là. Et donc, il faut se ressourcer. Et pour se ressourcer, il faut prendre le temps de penser. On prend bien le temps de dormir, on pourrait prendre le temps de penser. Oui, mais il y a tout de même un paradoxe. Ce sont les scientifiques, les ingénieurs qui ont inventé ces nouvelles technologies, qui ont inventé Twitter, qui ont inventé les tablettes numériques. Et ce sont aujourd'hui ces mêmes inventions qui freinent nos enfants, parce qu'on peut le dire, les tablettes numériques pour un enfant en bas âge, c'est pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire, la science ne fait pas forcément le bien? Ah non, alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la science et l'utilisation de la science. La science, c'est le savoir. Et de toute façon, c'est l'irrésistible envie de savoir. On a toujours besoin de savoir, on veut toujours savoir, et on veut savoir plus et plus encore. Bon, ça c'est un point. Deuxièmement, il y a l'utilisation de la science. Et l'utilisation de la science, il faut essayer de l'utiliser à bon escient et pas l'utiliser de manière contre-productive. Quand vous avez un couteau, vous l'utilisez pour couper votre viande et pas pour tuer votre voisin. A priori. Alors, dans cet ouvrage, vous nous invitez à aimer la science, vous nous aidez à comprendre les rouages, à en connaître l'histoire. Pourquoi cette invitation à la rencontre scientifique? Vous trouvez qu'elle est méconnue, mal aimée? Oui, je pense qu'elle est méconnue. Mal aimée, je ne sais pas, sans doute par certains, mais méconnue. On a souvent l'impression que la science est une bulle quelque part et que simplement certains doués peuvent y accéder. En fait, c'est pas vrai du tout. La science, elle est formée à partir des hommes et des femmes qui ont construit la science, qui ont construit une manière de penser, un raisonnement, et que ce raisonnement se fait petit à petit avec de l'imagination, avec des ruptures, avec des erreurs, avec des incertitudes. Vous nous dites qu'on est tous égaux face à la science, qu'on a tous un cerveau capable de comprendre les cours de physique, chimie. Oui, ça, je pense qu'on a tous un cerveau capable de comprendre, sauf les gens qui sont vraiment... Pas d'inégalité sur ce plan-là? Non, et on a pensé longtemps qu'il y avait une inégalité entre les hommes et les femmes. Je vous assure que ce n'est pas vrai. Vous dites que le scientifique est représenté soit comme un ermite, soit comme un savant fou, et vous dites c'est tout le contraire, les savants vivent au grand jour, sillonnent la planète. Oui, on donne cette image d'Épinal où le scientifique, soit dans son laboratoire, soit fou avec ce qu'il découvre, et en fait le scientifique aujourd'hui travaille en équipe et vit une vie tout à fait normale, et voilà, je pense qu'il faut le prendre tel qu'il est avec ses passions, avec ses haines, avec ses jalousies, avec ses amours, avec tout. Quelle est la part d'irrationnel dans la recherche scientifique, cette part de hasard? Il n'y a pas de part d'irrationnel dans la recherche scientifique. La recherche scientifique est par définition rationnelle. Il y a une part d'irrationnel dans l'homme, dans l'être humain. Comme il y a une part d'émotion, comme il y a une part... on n'est pas des robots rationnels, on est des êtres humains avec aussi notre irrationalité. La recherche scientifique ressemble à une enquête policière, écrivez-vous. La science est un voyage, elle nous conduit dans l'espace, aux confins de l'univers. Vous avez envie de donner envie aux générations futures de synthèse. C'est un appel à la jeunesse, ce livre? Oui, absolument. C'est un appel à la jeunesse en leur disant la science est belle. Autrefois, vous avez aussi des tas de jeunes qui avaient envie de partir en voyage, qui avaient envie de découvrir des terres inconnues, etc. Et maintenant, le voyage que nous avons, c'est un voyage aux confins de la connaissance. Ce confin de la connaissance, c'est parfois on est face au vide. Enfin, c'est extraordinaire. C'est un voyage de découverte et on essaye de trouver des indices. Et dans ces indices, c'est un peu comme une... Et vous le dites, enquête policière. Une enquête policière. On se dit, ah oui, mais ça c'est comme ça, mais si c'est comme ça, alors ça devrait donner ça. Enfin bref, on avance. Jamais de découragement? Bien sûr que si. On a parfois des découragements, on est parfois là, on en a parfois assez, on se dit je vais arrêter, je ne veux plus continuer, c'est trop lourd, c'est trop dur. Bien sûr, mais après on repart.
Et c'est un appel à la jeunesse pour aimer les sciences, s'intéresser à la démarche scientifique vue comme une enquête policière. Merci infiniment Catherine Bréchignac d'avoir été notre invitée ce soir. Ça s'appelle donc l'irrésistible envie de savoir. Merci encore, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat, publicsénat.fr pour toujours plus d'informations. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Boris Vallaud, député socialiste des Landes. Je vous souhaite une très bonne soirée, restez au cœur du débat.